ça. Alors, juste un petit point, une étude là sur l'effet de la pression électromagnétique sur la formule sanguine. Là, il y a une magnifique publication que je présente ensuite, hein, ce qui est celle-ci de 2018. Là, je reprends les visualisations d'un documentaire qui permet d'être encore plus parlant, où on voit l'effet des radiofréquences sur la structuration de l'hémoglobine, hein, les hématies que vous voyez ici en coupe au microscope. Et vous voyez sur 3 sujets différents, vous voyez des hématies donc, qui ont des formes à peu près identiques, avant exposition aux radiofréquences. Et puis ces mêmes hématies, après exposition aux radiofréquences, au bout de 2 minutes d'exposition. Donc là, on n'est pas en train de parler de plusieurs heures, de 2 minutes d'exposition. Vous voyez le premier sujet à gauche, vous voyez les hématies qui ont carrément, l'enveloppe a éclaté. Donc là, l'hématie a perdu sa capacité à transporter l'oxygène. Et là, vous comprenez mieux ce qui se passait dans le cerveau de l'électro-hypersensible qui avait une hypoperfusion, traduction, qui avait une perte d'oxygénation du cerveau reptilien. Si vous vous souvenez, la partie centrale du cerveau est moins bien oxygénée. C'est lié à ça, à la modification de la formule sanguine. Alors, pour certains sujets, c'est l'éclatement des hématies. Pour d'autres, c'est la déformation de l'hématie, donc c'est le sujet au milieu. Et puis pour d'autres encore, c'est le sujet à droite. Au bout de 45 secondes d'exposition, là, on assiste à un empilement des hématies en pile d'assiettes. Donc là, on voit bien que pour aller irriguer un cerveau avec des petites vénules, si la taille des tubes, des veines ne change pas, autant faire circuler des hématies à l'unité, ça ne pose aucune difficulté, mais en revanche, faire circuler des piles d'assiettes, là, on est en situation qui favorise les thromboses. Hein, on est en phase prothrombotique et donc du coup, vous voyez bien que même vous pouvez même être sujet à des AVC localisés dans le cerveau du fait de l'exposition aux radiofréquences. Et tout ça, c'est documenté dans cette publication-là. Alors pareil, on retrouve cet effet-là documenté dans une publication de 2007 où là, on expose une maman enceinte à de la téléphonie mobile et on mesure le rythme cardiaque du fœtus. Et ce qu'on observe, c'est que l'exposition aux radiofréquences fait augmenter le rythme cardiaque du fœtus. Vous noterez que le fœtus, lui, il n'est pas au courant hein, que maman va être exposée à des radiofréquences. Donc, cette augmentation du rythme cardiaque n'est là que pour compenser la dégradation de l'oxygénation de son cerveau. Alors, en effet, ce qui se passe au niveau cérébral, le cerveau est directement relié au cœur par des nerfs qui permettent soit de faire accélérer le rythme cardiaque, si par exemple le cerveau qui a besoin d'oxygène pour fonctionner, qui a besoin d'énergie apportée par l'oxygène, donc il dit au cœur via le nerf sympathique accélère s'il te plaît, et s'il est suroxygéné, au contraire, il dit au cœur décélère s'il te plaît, et via le nerf parasympathique. Voilà, il y a un processus en gros de rétrocontrôle qui permet à l'organisme de réguler l'approvisionnement en oxygène au cerveau, qui est quand même l'organe qui est vital et qui a besoin en priorité de cette alimentation en énergie. Voilà. Et c'est pour ça que notre petit fœtus se trouve en situation d'avoir un rythme cardiaque qui accélère parce qu'il est dans cette situation-là où son cerveau perçoit un déficit d'oxygénation et il demande au cœur de compenser ce déficit d'oxygénation lié à une variation de la formule sanguine. Alors, la nature étant bien faite, on voit également apparaître des processus de compensation, des mécanismes de compensation. Donc, vous avez compris, le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Alors, la dominante, c'est l'oxygène, mais s'il se trouve en situation de déficit d'oxygène, il a un mécanisme de compensation par le métabolisme du glucose. Alors, on voit sur le diagramme de gauche le cerveau exposé aux radiofréquences et sur le diagramme de droite le cerveau non exposé aux radiofréquences. Et vous constatez que selon que le cerveau est exposé ou pas aux radiofréquences, eh bien, le niveau de production de glucose ne va pas être le même. Et on me dirait, et so what? Eh bien, le problème, c'est que s'il y a à ce moment-là dans le cerveau des cellules cancérigènes, qui sont très friandes de glucose, qui se nourrissent, qui se développent, qui se prolifèrent justement dès lors qu'elles trouvent du glucose pour se nourrir, eh bien, notre système immunitaire qui pourrait être amené à les endiguer en temps normal, si on commence à nourrir avec du glucose les cellules cancérigènes, eh bien, elles viendront à submerger le système immunitaire. C'est là qu'on voit apparaître, par une exposition chronique aux radiofréquences au niveau cérébral, on voit apparaître des tumeurs parfois virulentes comme les glioblastomes.
Voilà. Et c'est lié à ce mécanisme de compensation au niveau cérébral qui fait produire plus de glucose et donc qui alimente les cellules cancérigènes qui sont si problématiques pour notre cerveau. Alors, on a vu que la formule sanguine était altérée par les radiofréquences. On voit qu'au niveau des basses fréquences, c'est même tableau. Là, il y a une étude de Magda Havas de 2008 qui montre clairement que les réseaux électriques dits communicants, hein, les smart cities, etc., les trucs à la mode, ça produit de la pollution électromagnétique basse fréquence dans les logements. Le réseau électrique dans les logements n'a pas été blindé électriquement, donc du coup, ça n'a pas été prévu pour déployer ces systèmes de communication via le réseau électrique et donc ça vient à polluer. Et dans ce contexte-là, si vous avez quelqu'un qui est déjà diabétique, eh bien, s'il est de type 1, il aura besoin de plus d'insuline pour réguler sa glycémie. Pour les types 2, ils auront régulièrement, de manière chronique, plus de glucose dans leur plasma et seront moins armés pour réguler leur glycémie. Voilà. Donc en résumé, si vous avez une exposition chronique à des basses fréquences dans un logement parce que système Linky installé, etc., y compris dans le voisinage, eh bien là, si en plus vous êtes HS et que vous cumulez le désagrément d'être diabétique, là vous êtes en situation d'accroître vos problématiques de régulation de glycémie. Donc là, il y a une autre étude qui montre des effets sur les femmes enceintes, des effets des champs magnétiques basse fréquence à 50 Hz, risque accru de fausse couche, c'est une étude de 2017. Donc là, vous voyez que la bibliographie universitaire mondiale abonde d'informations sur le caractère toxique et vraiment profondément toxique d'une exposition non maîtrisée aux radiofréquences comme aux basses fréquences dans l'environnement à la fois public et privé. Voilà. Donc, on voit ici sur cette étude l'effet sur des souris de radiofréquence où on voit que d'une portée à l'autre, on réduit le nombre de nouveau-nés et d'une génération à l'autre, on arrive même à produire une infertilité irréversible. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ça, c'est une étude de 1997. Que se passe-t-il? Pour arriver à une infertilité irréversible, c'est très simple à comprendre, notamment pour les femmes ou les femelles pour les animaux. En fait, à la naissance, les sujets féminins donc ont des ovaires et avec tout le patrimoine de reproduction pour toute la vie. Voilà. Donc, si les ovaires sont mal formés, voire pas formés du tout, ou ce qu'on appelle vacuolaire, c'est-à-dire que constitué de follicules non matures, c'est-à-dire très souvent avec des trous, c'est-à-dire pas des œufs fécondables, mais uniquement des trous parce que leur formation a été altérée durant l'embryogénèse et durant la vie fétale, et bien du coup, vous avez un sujet qui est stérile dès la naissance. Voilà. Donc ça, c'est documenté dans cette étude-là où on voit clairement sous exposition, alors ce sont certes des souris, mais si les souris ne sont pas représentatives du risque chez l'homme, alors pourquoi toutes les études de pharmacocinétique sont opérées chez les rats et les souris? Donc il faut savoir, hein, si on observe quelque chose sur le mammifère souris ou rat, a priori, ça doit pouvoir être représentatif chez l'homme. En tout cas, il y a des questions à se poser. Là, en l'occurrence, on voit qu'une exposition pendant la phase de gestation avec des champs électromagnétiques de 3 millitesla à 50 Hz, 4 heures par jour, c'est pas des choses extravagantes non plus, et bien là, déjà, on est capable de produire des situations avec des nids d'ovocytes brisés ou désordonnés, des follicules primordiaux moins développés, avec des cytoplasmes rétrécis et troués. Vacuolaires, ça veut dire troués. Voilà. Donc, on voit bien qu'on arrive ainsi, par une exposition fétale de cette pollution électromagnétique, on arrive à une réduction de la fertilité par dégradation du réservoir ovarien. Ça, c'est une étude de 2013. Donc, mesdames, c'est pas une super idée d'entreposer, de stocker, de transporter un téléphone portable en émission, soit sur le ventre, soit dans la poche, soit carrément contre le sein, soit dans la poche arrière, etc. Il faut éviter le contact prolongé, même hors communication, parce que le principe de base de tous ces objets connectés, c'est que s'il n'y a pas de connexion filaire, la connexion est électromagnétique et elle se résume comme suit, c'est-à-dire par des pings, par des impulsions électromagnétiques régulières, ne serait-ce que pour dire t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. Et c'est en ce sens-là que l'appareil est dit connecté à un émetteur-récepteur. Voilà. Donc, comme ils émettent en permanence,
que vous les utilisiez ou pas, il est fortement déconseillé de les mettre à trop grande proximité du corps dans toutes les activités quotidiennes. Alors ça, c'est pour les femmes. Pour nous les hommes, c'est le même problème. Alors ici, vous avez un testicule, magnifique testicule en coupe. Testicule constitué de tubes séminifères, ici représentés en coupe également, où on voit les grands champions qui s'apprêtent au marathon, donc prêts au départ, qui sont en situation sur les paddocks, prêts à être à la fois produits, puis après à être libérés. Alors il se trouve que ces Formule 1 là, qui sont prêts au départ, à aller féconder l'œuf un peu plus tard, ils ne peuvent se déplacer que par la production d'énergie par leurs mitochondries. Et les mitochondries, ce sont des petites entités qui produisent l'énergie qui va permettre au flagelle de bouger. Et si la production d'énergie est empêchée, ben le flagelle ne pourra pas bouger. Et si le flagelle ne peut pas bouger, pas de bras, pas de chocolat, eh ben notre spermatozoïde restera immobile et donc ne pourra pas réaliser le grand marathon de sa vie. Voilà, donc c'est en ce sens-là que pour les mecs, eh bien, il ne pourra pas y avoir de fertilité si la mitochondrie est empêchée dans sa production d'énergie. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de comment, pourquoi la mitochondrie, au niveau des spermatozoïdes, pourrait être empêchée dans sa phase de production d'énergie pour permettre au flagelle la motricité nécessaire à notre grand marathonien. Alors tout ça, c'est documenté. J'ai une étude, un exemple de 2005, où on voit que l'utilisation prolongée des téléphones mobiles pourrait avoir des effets négatifs sur la mobilité des spermatozoïdes. Et puis là, j'en ai une autre, c'est encore mieux, parce que là, c'est même plus que la mobilité des spermatozoïdes, c'est la production des spermatozoïdes. Donc c'est une étude qui date de 2012, effectuée sur des rats âgés de 70 jours, exposés aux radiofréquences pendant 45 jours, seulement 2 heures par jour. Alors déjà, ce qu'on observe chez le rat, c'est la réduction de la testostérone et la réduction de la fertilité dans la qualité du sperme et l'augmentation des dommages à l'ADN. Voilà ce qu'on observe chez ces rats-là. Alors, on va prendre la coupe des tubes séminifères et on va regarder la population en spermatozoïdes dans ces coupes-là. Alors là, on voit sur la cohorte des sujets non exposés, on voit une population de spermatozoïdes dans la lumière là, du tube séminifère abondante. Voilà, ça c'est pour la population non exposée aux radiofréquences. Et maintenant, la population exposée aux radiofréquences, là c'est le désert des Tartares, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, si vous voulez voir en effet les radiofréquences sur la production de spermatozoïdes, vous l'avez là. C'est sans radiofréquence, vous avez les spermatozoïdes, et avec radiofréquence, vous n'avez plus de spermatozoïdes. Donc, si plus de spermatozoïdes, ben, ça s'appelle de l'infertilité. Donc, pour nous, les hommes, eh bien, il est fortement déconseillé de tenir un téléphone portable à proximité du corps, dans la poche avant, la poche arrière, etc. Je passe sur les cancers des testicules, évidemment, hein, pour ceux qui ont l'habitude de mettre le téléphone portable sur la poche avant. Là, c'est pas une bonne idée. Et pareil, sur les problématiques cardiaques, arythmie cardiaque, c'est pas une bonne idée de mettre le téléphone portable sur la poitrine. Alors maintenant, la mitochondrie. La mitochondrie, c'est une entité qui est essentielle à la vie cellulaire, hein. Si nous n'avions pas de mitochondrie, c'est-à-dire d'entités capables de produire de manière massive de l'énergie pour l'activité cellulaire, nous ne serions pas là en train de nous écouter, de partager ces informations, nous serions encore à l'état bactérien. Voilà, la vie complexe a été permise par l'introduction dans la cellule de cette petite entité qui est manifestement une archéobactérie qui s'est dépoilée de son patrimoine génétique pour ne conserver que la partie du patrimoine génétique capable de produire de l'énergie qui va permettre la vie cellulaire. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Et des mitochondries, par cellule, nous en avons des milliers, alors 1000 à 2000 dans les cellules du foie. Le cœur est une entité qui a besoin absolument de mitochondries parce que il a besoin de fabriquer son énergie et sans mitochondries, le cœur s'arrête. Voilà. Pareil pour le cerveau, hein. Le cœur et le cerveau, c'est les organes vraiment essentiels en termes d'activité mitochondrielle. Ce que je disais également, c'est que la mitochondrie, c'est une petite entité qui peut s'organiser en réseau. On le voit là sur la visualisation en fluorescence où on voit l'activité mitochondriale ici, organisée en réseau. Et ça, c'est le symptôme d'une bonne santé cellulaire. Donc le rôle de la mitochondrie, c'est pas que la production d'énergie pour la cellule, elle produit de la chaleur également, elle permet le renouvellement de neurotransmetteurs. Donc les influx nerveux qui proviennent du cerveau se trouvent altérés si l'activité mitochondriale s'effondre.
Voilà. Elle permet la synthèse d'hormones, elle permet la signalisation cellulaire, notamment avec le stress oxydatif. Elle permet également la synthèse de l'hémoglobine, de l'hème, hein, et donc la capacité, elle permet de soutenir. Vous savez que notre sang se renouvelle régulièrement et donc elle permet de soutenir la capacité à oxygéner l'ensemble de nos organes. Donc si on attaque l'activité mitochondriale avec de la pollution, notamment électromagnétique, c'est pas une bonne idée. Il faut s'imaginer la mitochondrie structurée en multicouches, en plusieurs couches membranaires. Et donc, il faut se l'imaginer comme une entité qui va fonctionner en gros comme une pile. Sauf que là, on ne va pas avoir affaire qu'à des électrons, mais à des flux de protons H+, voilà, qui vont passer dans des canaux spécifiques. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour arriver à la production finale dans la phase 5, hein, il y a cinq étapes. À la cinquième étape, vous avez la production finale d'ATP, adénosine triphosphate, qui est l'énergie qui va être utilisée par la cellule ensuite. Donc pour arriver à cette étape finale, il faut absolument que la mitochondrie pompe ces ions H+, dans l'espace intermembranaire, de manière à créer une différence de potentiel qui va être ensuite libérée à la cinquième étape en la faisant passer dans le canal proton H+, là, en canal descendant, comme c'est figuré dans la figure. Et donc, on va avoir assisté à une production, un courant électrique qui va permettre de finaliser la production d'ATP. Voilà. Et il faut savoir, il faut retenir que chacune de ces 5 étapes fait l'objet d'une lecture du génome. Alors, sans trop rentrer dans le détail, sinon on va prendre trop de temps, il faut savoir que chaque phase doit produire un certain nombre de protéines pour amener les briques élémentaires conduisant à la fabrication de la brique finale qui est l'ATP. Et donc, dans la phase 1, on doit lire 7 gènes de l'ADN mitochondrial et 39 gènes de l'ADN nucléaire de la cellule. Et ainsi de suite. Étape 2, c'est un gène de l'ADN mitochondrial et 10 gènes de l'ADN nucléaire. Et donc là, on voit bien que à chaque fois, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, une lecture, un déroulement de la chaîne ADN avec une copie via un ARN de transcription et qui vient copier l'original et ensuite permettre la production de la protéine qui va ensuite construire la structure de l'ATP. Et donc ça, si à un moment donné c'est perturbé par un champ électromagnétique, il suffit qu'une de ces 5 étapes soit altérée, voire même stoppée, pour que le processus global soit interrompu. Voilà. Deuxième information qui est primordiale à comprendre, c'est que autant il y a un processus de réparation dans l'ADN nucléaire qui permet de corriger les éventuelles coupures, cassures, interruptions de lecture de manière à respecter la forme de l'original. En revanche, dans l'ADN mitochondrial, il n'y a aucun processus de correction de réparation pour retrouver la forme originale. Donc là, toute interruption, coupure, cassure liée à un polluant, tel que notamment la pollution électromagnétique, là se trouve devient irréversible. Voilà. Ce qui fait que, en fait, il y a un tel besoin de déroulement au niveau du patrimoine génétique dans ces 5 étapes. Il faut vraiment que l'ambiance environnementale soit sans polluants pour qu'il n'y ait pas de dérive et de déclenchement de ce qu'on appelle de maladies mitochondriales. Voilà. Le codage des ADN mitochondrial et nucléaire sont autant de phases de vulnérabilité. Vous avez noté tout à l'heure, je martèle l'idée des phases de vulnérabilité qui sont absolument pas prises en compte par la réglementation, donc, pour arriver à la production d'ATP. Donc là, ces phases de vulnérabilité, elles sont essentielles. Pour que nos cellules, là, on n'est plus du tout dans une logique d'adaptation possible. On est face à une structuration qui, quoi qu'il arrive, sera sensible à l'ambiance électromagnétique et donc, de fait, telle qu'elle est structurée par des flux de particules chargées, ne pourra jamais tolérer la pression électromagnétique telle qu'on nous la prépare avec des déploiements 5G, 6G, 22G et ainsi de suite. Donc, adaptation impossible dans ce genre de situation.
Alors, exemple concret, là je l'ai trouvé sur la tomate. Alors vous allez me dire, la tomate, ce n'est pas l'homme, évidemment, j'ai bien compris, j'en suis bien conscient. Néanmoins, on ne pourra pas reprocher à la tomate l'effet nocebo, c'est-à-dire il suffit d'y penser pour être malade. Donc là, une tomate exposée à des radiofréquences, on perçoit sur la cellule de la tomate la chute transitoire de la concentration d'ATP. Donc on voit bien sur la lecture du génome de la cellule de tomate l'effet direct de la radiofréquence dans sa capacité à produire de l'énergie. Publication de 2007 là-dessus. Alors, les mitochondries n'interviennent pas qu'au niveau des spermatozoïdes et au niveau cellulaire. Elles interviennent également dans l'activité neuronale. Et l'influx nerveux, il est produit parce qu'il y a de l'énergie qui est produite en grande quantité par les mitochondries au niveau du neurone et qui se propage le long de l'axone. Donc, on voit bien que si on altère la capacité des mitochondries à produire des influx nerveux, ben, du coup, il n'y a plus d'activité cérébrale. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, vous avez certains sujets électro-hypersensibles qui se trouvent dans l'incapacité de pouvoir réfléchir. Ils sont comme assommés durant les phases d'exposition. C'est lié à ce cumul à la fois les troubles de la formule sanguine qui font que le cerveau n'est plus correctement oxygéné, et à la fois les effets sur les mitochondries qui n'arrivent plus à produire l'ATP nécessaire pour produire indirectement l'influx nerveux qui permet au cerveau de communiquer. Alors, on a vu l'effet de la mitochondrie sur la production de neurotransmetteurs. Maintenant, on va regarder au niveau de la terminaison synaptique le rôle des canaux calciques dans la libération des neurotransmetteurs. Pour la faire courte, quand un influx nerveux se propage le long d'un axone et arrive sur une terminaison synaptique, pour se propager au neurone suivant, ça se fait par un passage de relais qu'on appelle des neurotransmetteurs. Sauf que la libération de ces neurotransmetteurs pour permettre la propagation de cette information à la base électrique qui se transforme durant cette petite étape-là en information chimique, la libération de ces neurotransmetteurs est activée par l'ouverture des canaux calciques et le changement de concentration d'ion calcium dans la terminaison synaptique. Sauf que sous influence électromagnétique, ces ions calcium se mettent à vibrer ou dévier et donc ils ne rentrent plus par les canaux calciques et donc du coup, on peut avoir le blocage dans la libération des neurotransmetteurs et donc l'influx nerveux s'en trouve stoppé. Voilà, donc sous exposition électromagnétique, on voit deux mécanismes, à la fois le mécanisme de production de neurotransmetteurs altérés et à la fois la libération des neurotransmetteurs par l'ouverture des canaux calciques. Là, pareil, si les deux sont altérés, tout ou partiellement, eh ben, on a une altération de la propagation de l'influx nerveux et donc de l'activité du système nerveux central. Et là, je reboucle sur la méta-analyse de Martin Pal, publiée en 2022, qui fait la synthèse sur 18 études, dont l'étude soviétique de 1973, qui montre clairement le lien entre excès de concentration de calcium intracellulaire et le déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous voyez bien que si vous bloquez l'activité des canaux calciques, c'est-à-dire la capacité de l'ion calcium à rentrer puis à sortir de la cellule, si vous favorisez l'augmentation de la concentration d'ion calcium dans les cellules, ben, vous favorisez les situations de neurodégénérescence. Si on s'intéresse maintenant aux différentes structures du cerveau, on va se rendre compte que chaque entité dans le cerveau a son petit rôle à jouer, mais il y a un point commun à toutes ces entités, c'est l'activité mitochondriale. Et si cette activité est altérée, forcément derrière, vous ne pourrez pas maintenir une activité cérébrale nominale. Là, en l'occurrence, on va s'intéresser aux oligodendrocytes. Ce sont des petits éléments qui permettent de produire la myéline qui est ni plus ni moins que l'isolant au niveau de l'axone qui permet la transmission de l'influx nerveux. Donc là, typiquement, ce que tout le monde sait, c'est que quand vous avez les maladies neurodégénératives, c'est souvent associé à une démyélinisation des axones. Et donc là, ça vient du fait que très souvent, au niveau mitochondrial, la mitochondrie ne produit plus assez d'énergie au niveau de l'oligodendrocyte, donc qui perd de sa capacité en production de myéline et donc sa capacité d'isolation là, de l'axione. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous avons en plus donc des neurones et des oligodendrocytes, nous avons les astrocytes. Alors là, les astrocytes,
Ils contrôlent et modulent l'activité neuronale, ils fournissent les nutriments nécessaires et régulent l'environnement chimique et assurent la barrière hémato-encéphalique avec leurs fameux terminaisons, pieds un peu palmés, qui viennent se plaquer au réseau veineux du cerveau. Et donc la juxtaposition là, de tous ces pieds un petit peu palmés fait que vous constituez indirectement ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors vous voyez là, ici, les pieds palmés qui viennent se juxtaposer en jonction très serrée tout autour de chaque vaisseau sanguin. Alors pour bien vous figurer, la barrière hémato-encéphalique, c'est une gangue qui vient envelopper chaque vénule, chaque artère au niveau du cerveau. Vous voyez le réseau veineux en bas à gauche. C'est un réseau veineux très dense, très, très bien irrigué. Et donc, autour de ce réseau veineux, vous avez ces pieds d'astrocytes qui viennent assurer la barrière hémato-encéphalique. Quelle est la fonction de cette barrière hémato-encéphalique? Elle a une fonction protectrice vis-à-vis du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il est censé admettre en son sein essentiellement de l'oxygène, en tout cas des micromolécules, pas du tout des macromolécules. Et c'est ce que permet d'éviter la barrière hémato-encéphalique. Voilà. Sauf que sous ces ambiances électromagnétiques, les jonctions serrées viennent à se desserrer de plus en plus et viennent à laisser passer des choses qui ne devraient pas rentrer dans le cerveau, comme une pollution chimique, comme une pollution métallique, etc. Et donc, dans cette situation, le cerveau se trouve en situation de stockage. Il engrange, il engrange, il engrange, jusqu'au jour où il déclenchera une neuroinflammation par saturation en polluants divers et variés, que ça soit chimique ou métallique. Et c'est là qu'intervient le caractère particulièrement toxique et effet combiné de la pollution électromagnétique, parce que là, elle nous déprotège complètement de la pollution environnementale ambiante en nous rendant encore plus vulnérables à la pollution environnementale ambiante. Donc, je passe sur l'inventaire à l'après-vert des maladies mitochondriales qui touchent tous les organes. Hein, tout ça, c'est bien documenté. Pareil, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, un biochimiste britannique qui s'appelle Nick Lane a produit un ouvrage remarquable qui s'appelle La question vitale, que l'on ne trouve malheureusement pas en langue française. Mais pour vous la faire courte, il nous explique dans cet ouvrage que perturber la respiration cellulaire, c'est-à-dire perturber l'activité de la mitochondrie, il nous dit à vos risques et périls. C'est-à-dire que là, les spécialistes nous alertent sur le fait que toucher l'activité mitochondriale, par la pollution électromagnétique notamment, c'est pas la meilleure idée que nous ayons eue, parce que là, nous touchons au cœur même du fonctionnement cellulaire, au cœur même de l'activité physiologique. Et donc, du coup, il y a même plus la question de l'adaptabilité, de l'adaptation. C'est structurellement incompatible avec la vie telle que nous la connaissons. Alors, pour les spécialistes, hein, la respiration cellulaire ou l'activité mitochondriale, ça s'appelle la phosphorylation oxydative. Alors, évidemment, si nous n'étions exposés qu'à de la pollution électromagnétique, ça serait presque une situation idyllique. Mais évidemment, nous n'avons pas que la pollution électromagnétique. Nous avons en plus les pollutions métalliques et chimiques. Et là, nous en avons une, ce qui a fait l'objet d'une publication double page dans Libération en avril 2018, qui concerne les fongicides à SDHI, alors les succinates déshydrogénases inhibitors. Alors ce truc-là merveilleux, dénoncé par un cortège de scientifiques de haut rang au niveau national et international, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notre activité mitochondriale, ici, elle était constituée d'une production, ici, de protéines en 5 étapes pour en gros constituer une pile à protons H+, qui viendrait décharger son énergie et permettrait de produire l'adénosine triphosphate. Eh bien, cette pile se trouve altérée ici au niveau du complexe numéro 1 dans sa production de protéines par une enzyme qui est inhibée par ces molécules neurotoxiques, les SDHI, succinate déshydrogénase inhibitor. Ça intervient ici. Et donc là, on interrompt le processus classique de production mitochondriale et la cellule meurt. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'agrochimie, qui utilise ça de manière irrationnelle, eh bien, c'est pour tuer des champignons
qui se développent sur les cultures. Voilà, des cultures évidemment conventionnelles, cultures intensives. Plutôt que d'utiliser ces produits hyper toxiques, évidemment, personne ne se pose la question de changer le mode de production pour éviter la prolifération de champignons. Voilà, on préfère utiliser des toxiques notoires et pour avoir un effet sur la mitochondrie du champignon. Le seul problème, c'est que les mammifères, dont les hommes, nous avons les mêmes mitochondries que les champignons. Donc, les gens qui absorbent des aliments produits grâce à l'application de ce genre de techniques agrochimiques particulièrement toxiques, eh bien, il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, elles développent à minima des cancers ou à minima un affaiblissement général au niveau de certains organes. Voilà. Et quand vous cumulez la pollution chimique avec la pollution électromagnétique, vous ne faites de fait qu'accélérer le processus. Donc là, pareil, hein, c'est par rapport à cette alerte, hein, ça a fait l'objet d'ailleurs d'un livre de Fabrice Nicolino, Le crime est presque parfait, où Fabrice Nicolino dit que l'ANSES fait partie du lobby des pesticides. Ça, c'est en 2019. À noter que parmi les personnes qui alertent, il y a l'équipe du professeur Pierre Rustin, donc qui est directeur de recherche CNRS, qui, selon Fabrice Nicolino, est nobélisable, dont la spécialité est la mitochondrie. Donc voilà, ces équipes-là ne sont même pas écoutées par l'ANSES. L'ANSES a régulièrement dit, en l'état des éléments examinés, pas de risque identifié, alors que les spécialistes du sujet alertent sur l'urgence à stopper les épandages et l'utilisation de ces molécules chimiques ultra toxiques. Voilà. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Molécules SDHI, évidemment, qui touchent les abeilles. Voilà. Donc, on a quelque chose qui a des effets globaux sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et qui, cumulés avec les ondes électromagnétiques, qui touchent également les abeilles, ne feront pas bon ménage. Pour montrer l'importance des flux entrants et sortants en calcium dans l'activité du myocarde, il se trouve qu'il faut retenir qu'une cellule musculaire se contracte du fait de la variation de la concentration d'ion calcium à l'intérieur de sa membrane. Dans l'espace intracellulaire, quand l'ion calcium se met à croître en concentration, c'est ça qui fait se contracter la cellule. Alors attention, il faut que cette augmentation de concentration soit suivie d'une baisse de la concentration. Parce que sinon, vous avez remarqué qu'un excès de concentration intracellulaire en calcium devient toxique pour la cellule. Et là, on rentre dans un processus type neurodégénératif, type Alzheimer, comme on l'a vu dans l'étude de 2022, méta-analyse sur 18 études. Là, en l'occurrence, pour le myocarde, l'activité de contraction musculaire doit suivre une alternance entre flux entrant et flux sortant de calcium pour faire varier de manière cyclique la concentration intracellulaire en calcium. Voilà. Et si vous avez une activité électromagnétique à proximité qui vient bloquer soit le flux entrant, soit le flux sortant, vous perturbez le rythme de contraction de la cellule et donc, pour ce qui concerne le myocarde, vous perturbez l'activité cardiaque. Alors là, on a une magnifique étude sur le développement de moelle épinière sur des embryons. Donc entre la 13e et le 21e jour, c'est chez les rats. Et pour une exposition avec la dosimétrie, tout est expliqué dans l'étude, et 1 heure par jour seulement. Hein. Et donc, on voit les effets suivants. Donc là, c'est la moelle épinière en coupe. À gauche, le sujet non exposé. À droite, le sujet exposé. Alors déjà, vous voyez que l'aspect d'ensemble n'est plus du tout le même. Vous voyez une moelle épinière atrophiée pour les sujets exposés, alors qu'elle est pleinement développée pour les sujets non exposés. Et puis quand on rentre dans le détail, vous voyez que l'étanchéité de la moelle épinière n'est plus assurée pour les sujets exposés. Vous avez une perméabilité avec l'extérieur. Donc je vous laisse imaginer les possibles infections. Et également des zones vacuolaires, des trous au sein de la moelle épinière. Donc ça, c'est structurellement la marque de troubles du comportement pour plus tard. Ça montre vraiment le caractère non adaptatif possible pour un sujet exposé dès l'activité embryonnaire et fétale. Là, j'ai une autre étude de 2018 qui est orientée sur l'analyse biochimique du sang de cordon ombilical à la naissance sur 149 bébés. Donc, vous allez me dire 149 bébés, c'est pas assez. Alors, je vous dis oui, mais il ne tient qu'à des structures étatiques de faire des études beaucoup plus intenses
sur des cohortes beaucoup plus importantes, de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de bébés à la naissance. Il n'y a aucun risque, hein, puisque on prélève le cordon ombilical à la naissance, on prélève le sang et on analyse ce sang et on le corrèle au niveau de consommation journalier en téléphonie mobile, objet connecté par la mère durant sa grossesse. Évidemment, on s'arrange pour identifier des mères qui n'aient pas suivi de traitements médicaux, sans maladie chronique, et cetera. Bref, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de biais possible à cette analyse. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'analyse de sang de ces cordons ombilicaux? C'est des marqueurs qui sont la trace d'une dégradation cellulaire. C'est-à-dire que plus le niveau de consommation de la maman en objet connecté pendant la grossesse sera élevé, plus on trouvera dans le sang du cordon ombilical des marqueurs montrant des dégradations de tissu hépatique, des infarctus, des nécroses du tissu cérébral. Voilà ce qui arrive. Donc, des indications on a des marqueurs croissants avec le niveau de consommation de la maman durant la grossesse en téléphonie mobile, des marqueurs indiquant des dommages cardiaques, indiquant des inflammations systémiques sévères et des traumatismes des tissus. Voilà. Donc, on a là la démonstration qui ne demande qu'à être répliquée sur des cohortes plus importantes, la démonstration que quelque chose de très toxique est en train de se dérouler sur des phases de vulnérabilité que l'on pourrait largement éviter si on prenait soin, on prenait la peine d'informer correctement les parents de ce risque-là. Je passe sur les problématiques de production osseuse et de cartilage, sinon ça va être trop long. Maintenant, je vais aborder la question de l'Académie nord-américaine de pédiatrie qui alertait l'organe de régulation nord-américain sur le fait que les enfants ne peuvent plus être considérés comme de petits adultes et que la réglementation les concernant doit être revue, en particulier sur les radiofréquences. Voilà. Donc ça, c'est une alerte de 2013. En France, hein, silence, radio, il n'y a rien qui se passe. Cette même académie alerte sur le fait que le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est-à-dire que c'est l'indicateur marketing qui est présenté dans tous les commerces de radiotéléphonie pour vous rassurer, prétendant que plus le DAS va être petit, plus l'appareil sera safe, plus l'appareil sera sécure. Donc tout ça, c'est de la tarte à la crème. Le DAS n'est absolument pas protecteur. C'est juste le symptôme d'un dogme même pas scientifique, d'un dogme scientiste, le dogme qui veut que la toxicité des radiofréquences ne peut être que le seul effet thermique, c'est-à-dire l'effet micro-ondes que vous avez dans votre four micro-ondes quand vous chauffez vos aliments. Donc voilà, le problème de fait, c'est que ce truc-là, quel que soit son niveau, déjà dans les magasins de radiotéléphonie, il vous est présenté comme étant une constante, ce qui est faux. Il varie selon la situation de réception du téléphone que vous avez en utilisation vis-à-vis du pylône relais de proximité, déjà le niveau de réception, et ensuite ce truc-là n'est absolument pas le révélateur des risques biologiques. Et vous avez compris depuis le début, le risque est essentiellement par rapport à la radiotéléphonie, il est biologique et il est représenté par les pics d'intensité et absolument pas par les moyennes. Donc ça fait que notre réglementation de ce fait-là ne peut pas être protectrice en utilisant des indicateurs qui ne sont le reflet que des effets thermiques. Si vous voulez vous en convaincre, essayez de faire cuire un œuf avec un téléphone portable, vous allez avoir toutes les peines du monde. Donc l'objet n'est pas l'effet thermique du téléphone portable, l'objet est l'effet biologique. Et l'effet biologique, il intervient dès l'utilisation. Donc il faut bien prendre conscience que l'utilisation des téléphones portables, c'est pas une question de je l'utilise peu et donc ça va, j'aurai un effet nul. Non, les téléphones portables sont toxiques dès le début de l'utilisation, ils sont toxiques tout le temps. Donc cette histoire-là n'est juste qu'une affaire de gestion des risques. Et chacun gère son risque, hein, à condition qu'il soit dûment informé. Le problème de fond, c'est que personne n'est informé sur le sujet. On a compris pourquoi, puisque ceux qui tiennent les manettes de l'information sont aussi aux manettes du lobby de la radiotéléphonie. Oui, l'antibiorésistance chez les nouveau-nés. Vous vous souvenez de l'étude là, russe qui disait dynamisation de l'activité bactérienne.
Ben là, on a une étude de 2015 dans le Lancet, alors qui, au niveau européen, parle de 672 000 infections avec bactéries résistantes, dont 33 000 décès au niveau européen, 33 000 décès attribués à ces infections. Alors, quand on regarde le tableau au niveau français, on se trouve en tête du peloton parmi le nombre de cas et le nombre de décès. Et donc, quand on regarde maintenant au niveau pyramide des âges, on constate que les sujets les plus vulnérables à l'antibiorésistance et donc à la stimulation bactérienne, ce sont précisément les nouveau-nés et enfants en bas âge jusqu'à l'âge de 4 ans, et après les personnes âgées à partir de 60 ans, 65 ans. Voilà. Donc, c'est typiquement les périodes de vulnérabilité où il faudrait éviter l'exposition aux ondes électromagnétiques pour éviter de provoquer ces situations d'antibiorésistance. Et ça, c'est confirmé par une étude de 2017 effectuée sur des cultures de Listeria et d'Escherichia coli sur deux gammes de fréquences, 900 MHz et 2,4 GHz, et où on voit les bactéries résister aux antibiotiques du fait de l'exposition aux radiofréquences. Donc voilà, il y a une vraie question. Que fait-on à déployer de manière irrationnelle tout un tas de dispositifs qui viennent stimuler l'activité bactérienne pour en plus des activités qui sont bien loin d'être vitales, hein, étant entendu que quand on fait une analyse du besoin, la question à se poser, c'est pour une utilisation sédentaire, on doit privilégier des connexions filaires, et pour une utilisation mobile, à ce moment-là et à cette exception-là, on peut utiliser de la téléphonie mobile, mais avec toutes les précautions d'emploi, c'est-à-dire faible puissance, protection du sujet par des dispositifs type cage de Faraday, etc. Donc voilà, donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être simples, réalistes et réalisables, qui peuvent être mis en place pour limiter l'exposition de la population. Encore faut-il en prendre conscience. Donc là, ici, sur cette magnifique planche issue d'une étude de 2016, publiée par l'équipe d'Igor Belayev, on voit ici le caractère convergent des différents polluants, que ce soit les pesticides, les métaux, les ondes électromagnétiques. Alors ici, sur le graphe, ondes électromagnétiques, c'est le sigle EMF, Electromagnetic Fields. Donc là, on voit que l'effet convergent de ces différents polluants, on voit qu'il y a les bactéries aussi. Donc là, je fais référence à Lyme. Lyme qui peut avoir un effet stimulant sur le stress nitrosatif, puis le stress oxydatif, puis faire monter le niveau inflammatoire et déclencher des intolérances type électro-hypersensible. Voilà. Donc là, dans ce graphe, on voit résumer comment les différents polluants peuvent converger dans leurs effets pour déclencher des effets cliniques notables, en tout cas tant que le sujet est sous exposition de ces polluants. Et on voit que tout est convergent, et avec le facteur aggravant de l'onde électromagnétique, comme on l'a vu, qui déprotège en plus de tous les mécanismes qui étaient là pour filtrer l'action des différents polluants, par exemple type chimique ou métallique. Donc, la pollution électromagnétique, vous l'avez compris, n'est pas une pollution de plus. Elle inhibe les ultimes protections physiologiques qui permettraient de tolérer les autres pollutions. Voilà, on voit avec la barrière hémato-encéphalique notamment. Là, on voit sur une magnifique étude sur des rats avec des encéphales en coupe. Vous voyez le cas A avec l'encéphale non exposé aux ondes électromagnétiques. On met dans la perfusion de l'albumine. Perfusion sanguine, on met de l'albumine. Et dans le cas exposé aux radiofréquences, on voit la pénétration de l'albumine sous forme de taches brunes dans l'encéphale. Voilà. Donc, pareil, les cancérologues utilisent cette technique pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Ils exposent le cerveau de ceux qui ont besoin d'un traitement chimique en profondeur dans le cerveau, et pour ouvrir leur BHE, ils les exposent à des radiofréquences le temps de la chimiothérapie. Donc ça, c'est connu. Là, on a une autre étude de 2011 où on a le même principe sur la perméabilité de la BHE. Donc, en bref,
Ce que j'arriverai à dire en conclusion, c'est que le terrain conditionne l'état de santé et la résilience de la population. J'enfonce une grande porte ouverte, qui a été ouverte par Antoine Béchamp, qui nous dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et là, nous vivons aujourd'hui dans une situation d'insalubrité, alors comparable à celle du 19e siècle, sauf qu'il ne s'agit pas d'une insalubrité du style je gère mal mes ordures, je ne sais pas séparer l'eau potable des eaux usées. C'est une insalubrité industrielle essentiellement, avec des polluants chimiques, des polluants métalliques et une pollution électromagnétique, mais qui nous fait vivre dans un environnement notoirement insalubre et multifactoriel. Voilà. Donc, en clair, ça ne pourra jamais avoir, ce cocktail détonnant ne pourra jamais avoir un effet bénéfique sur la santé de la population. Et donc, il faut s'attendre à un effet sur à la fois l'espérance de vie en bonne santé et à la fois l'espérance de vie tout court. Un impact qui devrait aller à la baisse de manière significative. On le voit déjà apparaître aux États-Unis, je le rappelle quand même, aux États-Unis, au mieux, l'espérance de vie est de l'ordre de 76 ans, c'est-à-dire soit 5-6 ans de moins qu'en Europe. Voilà. Et donc, en général, les mauvaises idées des États-Unis arrivent toujours avec un petit décalage en Europe, et là, on peut le craindre, en tout cas par l'effet cocktail de ces pollutions, et notamment par la finition apportée par la pollution électromagnétique qui, comme vous l'avez compris, est notoirement et foncièrement incompatible avec la vie telle qu'elle est structurée. Voilà, et l'activité physiologique telle qu'elle est structurée. Donc, ceux qui fantasment autour de l'idée d'une adaptation possible en seront pour leurs frais. Voilà. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, avant de parler de transhumanisme et dogme augmenté, il faudrait peut-être déjà commencer par arrêter de le diminuer, par arrêter de le tasser, de le rendre de plus en plus vulnérable dans cet environnement insalubre. Alors, je rappelle, pour les grands progrès sanitaires, quand même, pour enfoncer le clou, si l'état général de la population au XXe siècle a été sensiblement amélioré, c'est pas l'œuvre de la seule médecine. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur les progrès médicaux, qui sont certes bien réels, je n'en disconviens pas, mais néanmoins, il faut bien prendre conscience que la médecine est arrivée là en finition, pas du tout en responsable première. Elle n'est pas la seule responsable de l'augmentation de l'espérance de vie. En premier lieu, il y a le traitement de l'insalubrité, comme par exemple la gestion des réseaux d'adduction d'eau potable, séparation avec les eaux usées, la gestion des déchets, fabrication des égouts, etc. L'arrivée de la lumière qui permettait de s'éclairer avec autre chose que des bougies polluantes, etc. Une meilleure gestion de l'hygiène corporelle, de l'habitat, c'est-à-dire des habitations où on était moins entassés les uns sur les autres, où on pouvait gérer l'humidité, endiguer le développement de microbes, de champignons, etc. Donc la maîtrise du froid sur les denrées alimentaires. Donc à elle seule, l'arrivée du frigo a permis la chute d'un seul cancer, le cancer de l'estomac, par baisse de la consommation des salaisons. L'arrivée du chauffage central, la gestion de l'air, la qualité de l'air dans les habitations, la VMC, etc. Donc, quand vous cumulez tous ces effets bénéfiques, la médecine arrive là en terrain conquis. Évidemment, elle a pu développer toutes ces techniques avec talent, il n'y a pas de souci, mais néanmoins, ces résultats auraient été bien moins performants s'il n'y avait pas eu toute cette phase préliminaire. Et c'est précisément ce que nous altérons aujourd'hui en reproduisant une insalubrité, mais cette fois-ci, une insalubrité essentiellement industrielle avec de la pollution chimique, de la pollution électromagnétique et de la pollution métallique. Voilà. Donc il n'y aura pas de miracle. Nous ne pourrons assister qu'à une régression. Voilà. Donc en conclusion, pour vous informer, éteignez les médias subventionnés et documentez-vous personnellement, vérifiez tous les éléments que j'ai pu vous présenter ce soir. Et voilà, et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles et à compléter, à détailler quelques informations. Voilà, mais l'essentiel, c'est documentez-vous, vérifiez les informations, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que on vous dit dans les médias subventionnés, qui sont souvent liés directement ou indirectement à des enjeux commerciaux de la radiotéléphonie. Voilà. Si vous voulez des informations sur les risques sanitaires liés aux objets connectés, trouvez des informations fiables et indépendantes. Bonne soirée, bon courage à tous et à très bientôt.